Vous en avez marre de cette lutte incessante dans votre serre, où les nuisibles se succèdent et les maladies semblent surgir de nulle part. Et si je vous disais qu'il existe un seul traitement, oui, un seul, capable de résoudre 99% de ces problèmes d'un coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment procéder à une désinfection totale de votre serre pour démarrer la nouvelle saison sur des bases absolument saines. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous découvrirez le secret qui vous fera économiser une tonne de temps, d'argent et de stress. Chaque année, c'est la même histoire. On se bat contre les pucerons, puis contre l'araignée rouge. On pulvérise contre le mildiou, l'oïdium et la cladosporiose. On achète des dizaines de produits différents, on concocte des remèdes de grand-mère et on y passe tous nos week-ends. Mais l'ennemi, lui, ne chôme pas. Il se cache dans les fissures de la structure, dans la couche superficielle du sol, sur les débris végétaux oubliés. Les nuisibles pondent leurs œufs, et les spores de champignons attendent leur heure. Pour eux, les pulvérisations habituelles, c'est comme une légère pluie d'été. Elles n'éliminent que ce qui est visible, sans jamais s'attaquer à la racine du problème. Alors, commençons par l'essentiel. Notre principal ennemi n'est pas celui que vous voyez à l'œil nu. C'est un tueur silencieux, tapi dans l'ombre, qui attend son heure. C'est une véritable armée de saboteurs microscopiques. Je parle bien sûr des spores de maladies fongiques. Le mildiou qui transforme vos tomates en bouillie, l'oïdium qui recouvre vos concombres d'une couche blanche, la cladosporiose et des dizaines d'autres fléaux. Vous croyez qu'ils disparaissent avec la dernière récolte? Détrompez-vous. Ces spores sont incroyablement résistantes. Elles hivernent directement dans votre serre. Et ce n'est pas tout. À elles viennent s'ajouter les larves et les œufs de ravageurs qui, eux aussi, hibernent. L'araignée rouge, la mouche blanche, les pucerons, tous ces indésirables ne s'envolent pas vers des cieux plus cléments. Ils laissent leur descendance dans les recoins les plus insoupçonnables. Et c'est là que réside le problème majeur. Ils sont partout, littéralement. Dans la couche supérieure du sol, dans les fissures des fondations, dans les jointures de votre polycarbonate, ils se logent dans la moindre interstice. Par conséquent, lorsque, au printemps, vous vous contentez de retourner la terre et de nettoyer les parois, vous ne faites, en réalité, qu'à peine déranger cet ennemi, sans jamais le détruire. Il n'attend qu'une chose, la chaleur pour lancer une nouvelle attaque d'envergure contre vos futures mains récoltes. Penchons-nous maintenant d'un peu plus près sur ces cachettes. Où précisément installent-ils leur quartier d'hiver? Imaginez la structure de votre serre, tous ces innombrables joints, ces fissures, ces interstices où le polycarbonate rencontre le profilé métallique. Pour nous, ce ne sont que des éléments de construction. Mais pour les spores microscopiques et les œufs de ravageurs, ce sont de véritables gratte-ciel au cœur d'un quartier résidentiel douillet. Ils adorent particulièrement les alvéoles terminales du polycarbonate, surtout si elles ne sont pas scellées avec un ruban adhésif spécial. Là, c'est sec, chaud et parfaitement sécurisé. Et si vous avez des éléments en bois, par exemple des planches pour les carrés potagers, de vieux piquets ou des treillis de palissage, le bois, avec sa structure poreuse, représente pour eux un véritable complexe hôtelier de luxe. Le mycélium pénètre profondément dans les fibres, et il est tout simplement impossible de l'en déloger avec un simple nettoyage. C'est un véritable hôtel 5 étoiles où il passe l'hiver en tout confort, prêt à se jeter avec une énergie renouvelée sur vos jeunes plantations dès le printemps. Par conséquent, tant que nous ne les aurons pas privés de ces chambres douillettes, toute autre lutte n'aura qu'un effet temporaire. C'est pourquoi notre toute première étape, la plus cruciale et absolument indispensable, est un grand nettoyage, ou, comme j'aime l'appeler, une évacuation totale. Oubliez le nettoyage superficiel, il faut vider la serre de tout ce qui n'est pas sa structure même. Retirez tous les résidus végétaux, jusqu'à la dernière feuille, jusqu'à la dernière tomate pourrie. Ce sont les principaux foyers d'infection. Enlevez tous les tuteurs, les ficelles et les liens que vous avez utilisés pour palisser vos plantes. Même s'ils paraissent propres, ils peuvent abriter des spores et des œufs. Sortez tous les piquets, les étiquettes de variétés, les seaux, les arrosoirs, tout l'outillage de jardin. Tout cela doit être mis à l'extérieur pour une désinfection ultérieure.
En somme, votre serre doit être absolument vide. Seul le cadre nu et la terre doivent subsister. Ce n'est pas un simple ménage. C'est la première phase d'un assainissement total. Nous privons l'ennemi de ses refuges et de ses sources de nourriture. Ne négligez pas cette étape, ne lésinez pas sur les efforts. De sa minutie dépend au moins la moitié du succès de toute notre opération de désinfection. Lorsque la serre est complètement vide, il est temps de procéder à un grand nettoyage en profondeur. Mais il ne s'agit pas d'un simple coup de chiffon. C'est une étape préparatoire cruciale qui poursuit deux objectifs majeurs. Premièrement, nous éliminons la saleté visible, la poussière, les toiles d'araignée et les résidus organiques de toutes les surfaces. Cela permet à notre principale action désinfectante de cibler directement les nuisibles, et non une couche de saleté qui les protégerait. Deuxièmement, nous créons des conditions idéales pour les traitements ultérieurs. Utilisez un jet d'eau puissant avec un tuyau d'arrosage ou, si vous en possédez un nettoyeur haute pression. Rincez méticuleusement chaque recoin, chaque joint, chaque centimètre du cadre et du revêtement. Portez une attention particulière aux zones les plus difficiles d'accès. Mais avec quoi nettoyer? Oubliez les produits coûteux. Nous avons besoin de quelque chose de simple mais d'efficace. Le savon de Marseille ou le savon noir liquide conviendront parfaitement. Préparez une bonne solution savonneuse et frottez toutes les surfaces avec une éponge ou une brosse. Le savon ne fait pas seulement un excellent nettoyage, il crée aussi un environnement alcalin que de nombreux champignons et parasites ne supportent tout simplement pas. Ce n'est pas encore la désinfection, mais plutôt la préparation du terrain pour l'assaut décisif. Bon, la serre est nettoyée et lavée. Elle semble même resplendir de propreté. Mais ne vous y trompez pas, l'ennemi le plus insidieux est invisible. Toutes ces spores, bactéries et œufs microscopiques de nuisibles sont toujours là. Oui, ils sont moins nombreux, mais ils n'ont pas disparu pour autant. Ils se sont logés dans les micro-fissures, cachés dans les moindres recoins, là où ni la brosse ni le jet d'eau n'ont pu les atteindre. Et tout liquide que vous tenteriez d'appliquer, qu'il s'agisse de sulfate de cuivre ou du fongicide le plus coûteux, ne pourra tout simplement pas pénétrer ces refuges. Le liquide s'écoule en surface, obéissant aux lois de la physique. Or, nous avons besoin d'un agent capable de contourner ces lois. Il nous faut quelque chose qui pénètre absolument partout, qui sature tout le volume de la serre et ne laisse aucune chance de survie à l'ennemi. Il nous faut une arme de destruction totale, et une telle arme existe. Elle est simple, abordable et incroyablement efficace, à condition de l'utiliser correctement. Et nous voici au point culminant. Découvrez notre héros, le champion qui mettra fin à tous les maux de vos serres. Et il s'agit d'une simple bougie soufrée. Oui, oui, je sais que certains d'entre vous ont déjà un sourire sceptique aux lèvres. Certains diront « On a déjà essayé, ça ne marche pas ». D'autres encore s'exclameront « Mais c'est dangereux et nocif ». Et vous savez quoi? En un sens, ils ont tous les deux raison. Mais uniquement parce que la plupart des jardiniers l'utilisent de façon totalement erronée. Ils ne respectent pas le protocole, négligeant les étapes de préparation, et n'obtiennent au final qu'une efficacité partielle, voire pire, endommage à leur serre, par exemple en causant la corrosion des parties métalliques. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce processus de A à Z. Je vais vous montrer comment transformer cet outil simple et peu coûteux en une véritable arme de destruction massive contre toutes les maladies et tous les parasites. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir ou avez entendu dire sur les bougies soufrées jusqu'à présent. Nous allons procéder de manière scientifique, rigoureuse et avec la garantie d'un résultat à 100%. Explorons ensemble la magie de la bougie de soufre. Qu'est-ce qui la rend si redoutablement efficace? La réponse réside dans la chimie. Lorsque vous allumez une bougie de soufre, le soufre entre en combustion, se combinant activement avec l'oxygène de l'air. Cette réaction produit un gaz à l'odeur âcre et suffocante. Il s'agit de l'anhydride sulfureux, plus communément appelé dioxyde de soufre. Et c'est précisément lui notre meilleur allié. À la différence de tout liquide pulvérisé, ce gaz possède une propriété unique. Il occupe absolument tout le volume qui lui est offert. Il s'insinue dans la moindre fissure microscopique d'une structure, dans chaque pore du béton ou du bois, et dans chaque alvéole du polycarbonate,
Il pénètre même la couche superficielle du sol. Aucun obstacle ne lui résiste. Il est impossible de s'en cacher. Pour les spores de champignons, les insectes hivernants et leurs larves, c'est l'équivalent de l'apocalypse. Ils ne peuvent tout simplement pas y résister. C'est là le secret de sa puissance redoutable, une action totale et absolument pénétrante. Alors, qu'est-ce qui rend ce gaz si redoutable pour tous les nuisibles des serres? L'anhydride sulfureux est un fumigant extrêmement puissant. Autrement dit, c'est un poison qui agit sous forme gazeuse. Premièrement, c'est un puissant antiseptique. Il détruit directement les spores de champignons, les moisissures, les bactéries et les virus. Pour eux, le contact avec ce gaz est synonyme de mort instantanée. Il désorganise leur structure cellulaire, ne leur laissant aucune chance de survie. Deuxièmement, c'est un insecticide et un acaricide très efficace. Cela signifie qu'il élimine non seulement les insectes adultes, comme les alerodes ou mouches blanches et les pucerons, mais aussi les acariens, y compris l'insaisissable tétranique tisserand, plus communément appelé araignée rouge. Mais surtout, il les détruit à tous les stades de leur développement. Il s'attaque aux œufs, aux larves et aux pupes. Autrement dit, il ne se contente pas d'éliminer les adultes, il interrompt le cycle même de leur reproduction. C'est une véritable stérilisation chimique de la serre. Après un tel traitement, pratiquement plus rien ne survit. Vous obtenez un espace absolument propre et assaini. Cependant, il y a un point crucial que beaucoup négligent, et à cause de cela, tous leurs efforts sont réduits à néant. Il s'agit de la préparation. Sans une préparation adéquate et minutieuse, l'utilisation d'une bougie de soufre sera, au mieux, inutile, et au pire, potentiellement dommageable. Vous risquez de simplement gaspiller votre argent, d'allumer la bougie pour rien, et de voir les nuisibles et les maladies persister comme avant, ou, ce qui est encore plus grave, d'endommager la structure même de votre serre. C'est pourquoi, avant d'allumer le dispositif, nous devons impérativement suivre plusieurs étapes essentielles. Ne les considérez pas comme de simples formalités. Chacune de ces étapes est la garantie d'une efficacité et d'une sécurité optimale. C'est comme la préparation à une intervention chirurgicale. Tout doit être stérile et pensé dans les moindres détails. Oubliez ne serait-ce qu'un seul point et le résultat ne sera plus garanti. Alors passons en revue cette préparation étape par étape. La première et la plus importante des règles est l'étanchéité absolue. Notre agent actif est un gaz. Et comme vous le savez, un gaz a la fâcheuse tendance à vouloir remplir tout l'espace disponible. Si votre serre présente la moindre de couverture, il s'échappera tout simplement à l'extérieur avant même d'avoir pu faire son travail. Sa concentration chutera et l'effet du traitement sera alors minimal, voire nul. Notre objectif est donc de transformer la serre en une capsule parfaitement hermétique, une véritable chambre à gaz pour les nuisibles. Procurez-vous un ruban adhésif large, de préférence armé, et obturez méthodiquement chaque interstice, absolument toutes les fentes. Colmatez les jonctions des portes avec leurs montants. Scellez méticuleusement toutes les aérations, même les plus petites. Si des fissures apparaissent dans les fondations ou des espaces entre le polycarbonate et le sol, bouchez-les sans tarder. N'économisez pas sur le ruban adhésif. Plus votre serre sera étanche, plus la concentration du gaz sulfureux à l'intérieur sera élevée et plus elle se maintiendra efficacement. Ceci influence directement la qualité de la désinfection. Gardez à l'esprit que la moindre petite fente est une porte de sortie pour les parasites et un gouffre pour votre budget. Voici la deuxième règle, souvent oubliée, et qui cause bien des regrets. Retenez bien ceci. Le dioxyde de soufre, combiné à l'humidité, forme de l'acide sulfureux. Et l'acide est le pire ennemi du métal. Il provoque une corrosion très rapide et très intense. C'est pourquoi, avant d'allumer une bougie de soufre, vous devez impérativement inspecter votre serre et en retirer tout objet métallique auquel vous tenez et que vous ne voulez pas voir rouiller. Cela inclut les outils de jardin. Pelle, râteau, sécateur. Si vous avez des étagères métalliques, des tonneaux à eau ou des seaux en métal dans votre serre, tout cela doit être sorti. Mais que faire du cadre de la serre lui-même s'il est un métallique, surtout s'il est en profilé galvanisé? Pour le protéger,
vous pourriez le recouvrir d'une couche épaisse de graisse. Mais c'est une tâche très fastidieuse. Le mieux est d'effectuer ce traitement par temps sec et dans une serre parfaitement sèche afin de minimiser la formation d'acide. N'ignorez surtout pas ce conseil, sinon au printemps, vous pourriez bien découvrir que votre cadre, autrefois étincelant, est parsemé de taches de rouille orangée. La troisième règle, intrinsèquement liée à la précédente et tout aussi cruciale pour l'efficacité, est la suivante. Votre serre doit être sèche. Et quand je dis sèche, je parle d'une sécheresse maximale. J'insiste sur ce point. Pourquoi une telle insistance sur la sécheresse? Il y a deux raisons majeures. La première, comme nous l'avons déjà abordé, concerne la corrosion des métaux. En milieu humide, le dioxyde de soufre se transforme en acide, qui attaque et ronge progressivement les structures métalliques. Plus l'air sera sec, moins d'acide se formera, garantissant ainsi une meilleure protection et une plus grande longévité à votre serre. La seconde raison touche directement à l'efficacité du traitement en lui-même. Lorsque le gaz entre en contact avec l'humidité, qu'elle soit sur les parois, le plafond ou le sol, il est partiellement neutralisé et se transforme en acide. Conséquence directe, sa concentration dans l'air diminue, ce qui affaiblit considérablement l'effet de fumigation. Il ne peut tout simplement pas atteindre les recoins les plus dissimulés, se fixant et s'épuisant sur les surfaces humides. C'est pourquoi il est impératif d'effectuer le traitement par une journée sèche et ensoleillée. Si vous avez récemment nettoyé votre serre, assurez-vous de la laisser sécher complètement pendant 1 à 2 jours. Ouvrez toutes les portes et aérations pour créer un courant d'air efficace. Une serre parfaitement sèche est la clé d'un traitement percutant et sécurisé contre les nuisibles. Passons maintenant au moment le plus crucial, le calcul du nombre de fumigènes nécessaires. Ici, il ne faut surtout pas faire au jugé. Si vous en prenez moins que nécessaire, la concentration de gaz sera insuffisante et une partie des nuisibles et des maladies survivra tout simplement. Vous aurez effectué un travail en vain sans obtenir de résultat. En prendre trop n'est pas non plus idéal. C'est un gaspillage d'argent et l'environnement deviendra trop agressif. Lisez donc très attentivement les instructions sur l'emballage. Le fabricant indique toujours le volume de serre pour lequel un seul fumigène est prévu. Le volume, et non la surface. Pour calculer le volume, vous devez multiplier la longueur de la serre par sa largeur et par sa hauteur. Par exemple, une serre de 3 mètres sur 6 avec une hauteur de 2 mètres aura un volume de 36 mètres cubes. C'est à partir de ce chiffre que vous calculerez le nombre de fumigènes. Et mon conseil, prévoyez toujours une petite marge. Si, d'après vos calculs, vous avez besoin, disons, de 2,5 fumigènes, prenez en 3. Mieux vaut être un peu trop prudent et garantir l'élimination de tous les indésirables, plutôt que de ne pas en faire assez et de laisser certains survivre. Maintenant que le nombre de fumigènes est calculé, il est crucial de les positionner correctement à l'intérieur de la serre. Ne les posez jamais directement sur le sol, sur des planches en bois ou, pire encore, sur du polycarbonate. Lorsqu'un fumigène brûle, il dégage une chaleur intense qui pourrait percer la surface ou même provoquer un incendie si des matériaux secs, comme des feuilles, se trouvent à proximité. Nous avons donc besoin d'un support ignifuge. Que peut-on utiliser à cet effet? L'idéal est d'opter pour des briques, des parpaings ou des dalles de trottoir. Vous pouvez également employer de vieilles tôles métalliques, des bassines ou des plaques de cuisson. L'essentiel est que le support soit stable et incombustible. Répartissez les fumigènes uniformément sur toute la longueur de la serre. Si vous n'utilisez qu'un seul fumigène, placez-le au centre. S'il y en a 2, positionnez-les à égale distance l'un de l'autre et des extrémités. S'il y en a 3, mettez-en un au centre et les 2 autres aux extrémités. Cette disposition garantit que le gaz se diffuse le plus uniformément possible dans tout le volume, évitant ainsi les zones mortes où sa concentration serait trop faible. Et un dernier conseil, maintenez les fumigènes éloignés des parois en polycarbonate pour éviter toute déformation due à la chaleur. Et voici maintenant un petit secret, une astuce redoutable qui multiplie l'efficacité de la combustion de vos bougies soufrées. La plupart des manuels ne le mentionnent pas, mais les agronomes expérimentés connaissent bien cette technique et l'appliquent systématiquement.
Avant d'allumer la mèche, il est essentiel de réveiller le soufre. Pour ce faire, munissez-vous d'un simple pulvérisateur manuel rempli d'eau claire et vaporisez légèrement. 1 ou 2 pchits suffisent la surface de chaque bougie. Inutile de la noyer ou de la transformer en pâte. Il s'agit juste d'humidifier superficiellement la couche supérieure. Quel est l'intérêt? L'humidité agit comme un véritable catalyseur. Elle déclenche une réaction chimique de combustion bien plus vive et intense. Résultat, le gaz est libéré bien plus activement et en plus grande quantité. La bougie ne se consume pas lentement, elle brûle avec une puissance accrue, générant dès les premières minutes une très forte concentration de dioxyde de soufre. C'est une véritable thérapie de choc pour les nuisibles qui ne leur laisse aucune chance d'adaptation ou de résistance. Un simple pchit qui transforme un traitement ordinaire en une élimination totale et radicale. Le moment le plus critique et potentiellement dangereux est arrivé, celui de l'allumage. Ici, une séquence d'action claire et rapide est cruciale. Prévoyez votre voie de repli à l'avance. Vous devez allumer les mèches et quitter immédiatement la serre. Il est formellement interdit de respirer le gaz qui s'en dégage. Ce gaz est extrêmement toxique pour l'homme et les animaux. Procédons donc comme suit. Commencez l'allumage par la pastille la plus éloignée de la sortie. Utilisez des allumettes de cheminée longues ou un briquet à gaz à bec allongé afin de ne pas avoir à vous pencher excessivement. Rapidement, mais sans panique, allumez une mèche, puis passez à la suivante en progressant vers la sortie. Allumez la dernière pastille, celle qui est la plus proche de la porte, et aussitôt, sans vous retourner, sortez de la serre. Nul besoin de vérifier si la pastille s'est allumée. Les mèches sont généralement fiables. Votre priorité est de réduire au maximum le temps passé dans l'enceinte où le gaz a déjà commencé à se propager. Rapidité d'exécution et un plan clair sont les garants de votre sécurité à ce stade. Maintenant que les mèches de soufre sont allumées et que vous êtes à l'extérieur, votre mission principale est d'assurer une étanchéité totale de la serre. Fermez la porte derrière vous sans attendre, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement hermétique. Si vous n'avez pas déjà calfeutré son pourtour avec du ruban adhésif, faites-le immédiatement. Inspectez l'ensemble de la serre une dernière fois. Vérifiez qu'aucune brèche ne laisse s'échapper la fumée caractéristique à l'odeur de soufre brûlé. En cas de fuite, colmatez-la sans délai avec du ruban adhésif. Une fois toutes ces vérifications effectuées, votre tâche est terminée. Vous devez alors oublier l'existence de votre serre pendant au moins 48 heures et idéalement 72 heures. Il est impératif de ne pas y jeter un œil, de ne pas vérifier, ni d'entrouvrir la porte, même juste une seconde. La moindre rupture d'étanchéité durant cette période réduirait à néant tous vos efforts. Le gaz doit absolument rester confiné à l'intérieur pour agir efficacement. Laissez-lui le temps nécessaire. Ces 48 à 72 heures sont cruciales. C'est le laps de temps pendant lequel une véritable stérilisation s'opère. Faites preuve de patience et ne perturbez en aucun cas le processus. Que se passe-t-il donc à l'intérieur de la serre durant ces 2 ou 3 jours de confinement hermétique? Imaginons la scène ensemble. Dans les premières heures, la concentration de dioxyde de soufre dans l'air atteint son paroxysme. Tel un nuage invisible, il envahit l'intégralité de l'espace, s'infiltrant dans les moindres recoins. Aucun être vivant non adapté à un tel environnement ne peut survivre. Insectes, acariens, leurs larves et leurs œufs succombent aux brûlures chimiques et à l'asphyxie. Les spores de champignons et de moisissures, présentes sur les surfaces et dans l'air, sont totalement détruites. Ensuite, une seconde étape, tout aussi cruciale, débute. Le gaz, étant plus lourd que l'air, commence à se déposer lentement vers le bas. Il imprègne la couche supérieure du sol, la plus contaminée. C'est précisément là que de nombreux nuisibles et agents pathogènes passent l'hiver. En se déposant, le gaz poursuit son action létale, désinfectant le substrat sur plusieurs centimètres de profondeur. Ainsi, au cours de ces 3 journées, nous obtenons un double impact. D'abord une attaque gazeuse ciblant l'intégralité du volume, puis une désinfection profonde de la surface du sol. Il s'agit d'un traitement global et complet
qui résout le problème sous tous ses aspects. 3 jours se sont écoulés. Le gros du travail était fait. Mais avant de pouvoir pénétrer dans la serre et de commencer les préparatifs pour la nouvelle saison, une dernière étape, cruciale, doit être réalisée. Il s'agit d'une ventilation intensive. N'oubliez pas, le dioxyde de soufre résiduel est encore très dangereux à respirer. C'est pourquoi, avant d'y entrer, nous devons impérativement assainir complètement l'air. Idéalement, choisissez une journée venteuse, approchez-vous de la serre, retenez votre respiration, ouvrez grand la porte d'un côté, puis passez rapidement de l'autre côté et ouvrez la deuxième porte ou les grandes aérations. Créez un courant d'air maximal et éloignez-vous immédiatement à une distance de sécurité. Laissez la serre ainsi totalement exposée au vent pendant au moins un jour et de préférence 2. Ne vous précipitez pas. Pendant cette période, le vent emportera tous les résidus de gaz. Ce n'est qu'après avoir la certitude qu'il ne reste plus la moindre trace d'odeur piquante à l'intérieur que vous pourrez y entrer et reprendre le travail. La sécurité avant tout. Mais voici le point crucial, le moment clé que beaucoup ignorent. On pourrait croire que l'utilisation d'une bougie soufrée est une méthode grossière, voire barbare, tout brûler, tout anéantir. Mais c'est là que réside son génie. Vous ne faites pas qu'éliminer les parasites et les maladies. Vous remettez complètement à zéro l'écosystème de votre serre. C'est comme appuyer sur le bouton « Reset ». Tous les pathogènes accumulés au fil des ans disparaissent en un seul traitement. Vous ne démarrez pas la saison en pleine lutte, non, vous la commencez dans un espace idéalement propre, stérile, où vous êtes les premiers à introduire les plantes souhaitées et la microflore utile, et non une armée d'envahisseurs. Cela change toute la philosophie de l'entretien de la serre, d'une défense interminable à un contrôle total de la situation dès le départ. Pour résumer, un seul traitement adéquat avec une bougie soufrée à l'automne ou au début du printemps peut remplacer des dizaines de pulvérisations estivales. L'essentiel est une préparation minutieuse, une bonne étanchéité et le respect scrupuleux des consignes de sécurité. C'est la méthode la plus efficace pour démarrer la saison avec des plantes saines et l'esprit tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux secrets d'une récolte abondante. Et maintenant, une question pour vous. Quelle méthode utilisez-vous pour préparer votre serre à la nouvelle saison? Partagez votre expérience en commentaire, discutons-en ensemble.